Moi, mon obsession, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, à chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus que 56 000, j'améliore ma situation. 2 semaines après, t'es encore bonne. Et puis le pire, c'est que moi, j'avais sa face en même temps. Là. C'est quand même un degré de difficulté supplémentaire. Là. Mais puis là, j'ai réussi à retrouver ce bout-là de la déclaration, mais il y avait un autre bout après là, sur l'histoire que là, il y avait un autre bout de sa déclaration là, où il disait là, que le fédéral m'oblige à rentrer un réfugié ou je ne sais pas trop quoi. Là. Puis en tout cas, bref, je voulais avoir ton take là-dessus, Vincent. On voulait savoir ce que tu en pensais de cette déclaration-là de notre cher premier ministre. Écoute, c'est généralement l'effet que tu peux t'imaginer ce qui s'est passé dans ma tête. Moi, c'est parce que j'écoute l'affirmation qu'il a faite. Et du coup, j'ai aucune idée de quel bord attaquer l'espèce de monstre blobineux qui a été inventé par François Legault parce qu'il y a tellement d'absurdités qui ont été dites dans... mais t'as 1 heure et demie, c'est correct. Vas-y, toutes les sens. Mais écoute, la première chose, c'est commençons juste avec les statistiques. L'idée que quand tu rentres quelqu'un dans une population, donc là, on va faire des maths, puis ça, c'est des maths que quelqu'un qui... Parce que là, je veux pas... Si ça a l'air condescendant, c'est pas ça le but. OK? Les maths que François Legault devrait connaître pour être devenu comptable nécessitent qu'il comprenne ce que je suis à veille de dire. OK? Donc, c'est quelque chose que lui devrait comprendre et que intuitivement, tout le monde va comprendre. OK? Ce n'est pas un concept hyper avancé, mais juste le dire formellement. Il faut que tu t'imagines qu'une population, tu as des gens qui sont là, tu as le Québec, puis tu as 8 millions de personnes, puis dans les 8 millions de personnes au Québec, tu as une distribution autour de la moyenne des revenus. Okay? Tu as des gens qui sont en bas de la moyenne, tu en as qui sont en haut de la moyenne, tu en as qui sont aux extrêmes, tu as des extrêmement riches, des extrêmement pauvres, mais c'est des gens qui sont vraiment marginaux, ceux-là, tant les riches que les pauvres. Là, ce que François Legault a l'air de dire, c'est que lorsqu'un immigrant arrive, la moyenne va se déplacer indépendamment. Tant que la personne qui rentre va déplacer la moyenne soit vers le haut si la personne est plus riche que la moyenne, ou vers le bas si elle est plus pauvre. C'est absolument vrai statistiquement. Le problème, c'est que ça ne change rien pour les unités qui étaient déjà présentes dans la distribution. Donc, c'est comme si un peu ce qu'on disait, c'est que vous êtes dans une salle d'examen, vous avez fait votre examen, tout le monde a à peu près en moyenne 80%. Là, on dit, OK, il y a un étudiant vraiment mauvais qui rentre dans la classe, qui fait l'examen à la dernière minute et qui a 0. Oui, la moyenne du groupe va baisser, mais aucun des autres personnes qui ont pris l'examen va voir sa note baisser. Mais François Legault, lui, il n'a pas l'air de comprendre ça. Lui, dans sa tête, c'est que dès qu'il y a un immigrant qui rentre, dès que la distribution change un petit peu, tout le monde doit perdre. Ce n'est pas que la moyenne se déplace juste parce que tu as changé d'un côté plus que de l'autre. Il a juste présumé que tout le monde doit baisser. Donc, si la moyenne baisse de 1 ce que ça veut dire, c'est que tout le monde dans la population va avoir une baisse de 1 du revenu. Ce qui montre un illettrisme. En fait, ce n'est même pas un illettrisme ici, il y a un terme pour ça, c'est l'innumérisme. Ça montre une incapacité de concevoir des... Non, mais c'est vraiment un terme. Tu peux voir, en fait, il y a un rapport du Sénat français qui en parlait il y a quelques années. Parce que naturellement, en France, on fait des rapports sur tous les sujets des problèmes de société. Oui, évidemment. Mais c'est naturel. Mais ici, l'innumérisme n'est pas il est populaire en France, en gros, c'est ça mon but en rien un peu de la bureaucratisation française. Ici, le terme n'est pas populaire, mais il est partagé dans d'autres sphères de la francophonie. Et les Américains ont le terme innumeracy, c'est-à-dire l'incapacité de réfléchir intuitivement. Pas de formaliser le raisonnement mathématique, mais juste de raisonner intuitivement à propos de concepts relativement de base en mathématiques, la moyenne, la distribution autour de la moyenne. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont tous à la moyenne, donc tout le monde est pareil, ou est-ce que tu as une grande, des gens très
divisé autour de la moyenne. Donc, tu as un étalement très, très large ou un étalement très petit. Cette idée-là, c'est des concepts que les gens intuitivement doivent comprendre sans que nécessairement on a besoin de le formaliser. Mais le fait que le premier ministre du Québec, qui était un actionnaire d'une grande entreprise, un comptable, quelqu'un qu'on devrait s'attendre à être, toutes choses étant égales par ailleurs, supérieur à la moyenne en termes de background, en termes de capital humain, en termes d'accès à des matériaux qui lui donneraient la chance de pratiquer cette intuition-là, et même juste par la vertu de son métier original, devrait avoir pratiqué cette intuition-là, mais n'est même pas capable de l'exprimer. Donc là, mais c'était pas écrit dans le dernier livre de Maria Chapdelaine, Vincent. Ouais, c'est ça. Là. C'est que... Écoute, Ah non, mais je vais me faire l'avocat du diable, OK? C'est parce que là, il y a des affaires que tu ne comprends pas, Vincent. On est dans une social-démocratie. Je veux dire, les gens qui ont de la difficulté financière, on les aide au Québec. Donc, si on amène des immigrants qui gagnent moins de 56 000 par année, on va leur envoyer plus de chèques que d'impôts qu'on va récolter. Il me semble que c'est logique. Donc, à ce moment-là, on empire le problème de François Legault. Il vient de faire un déficit avec son immigrant. C'est tout ça? Okay. Là, ce serait un argument qui a une validité. Donc, si c'était de cette manière que Legault l'avait exprimé, j'aurais pu dire, OK, c'est une pensée intelligible. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle est valide. Intelligible n'est pas nécessairement valide. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligibles. On peut les lire souvent dans les devoirs. Ça veut pas dire nécessairement que leurs opinions sont valides. Souvent, ils font des erreurs de raisonnement assez de base. C'est facile de frapper sur le devoir parce que, écoute, là, il faut que je fasse la parenthèse, mais c'était un de mes collègues qui avait compté ça une fois. C'était un collègue de HEC. Je ne le nommerai pas parce que je pense que lui, il a des bonnes relations avec ces gens, mais il avait déjà dit, tu sais, Vincent, le gros problème, si jamais le devoir fait faillite, je ne veux pas qu'ils aillent de bail-out parce que c'est pas too big to fail. C'était la réponse qu'il avait faite. Je n'ai pas arrêté de rire. Écoute, je pense que ça fait 10 ans qu'il m'a conté cette joke-là, puis je ne suis pas encore capable de passer par-dessus, tellement que je la trouve drôle. Il avait dit vraiment sérieusement, il avait aussi dit quelque chose à un moment donné. Il avait dit, le problème, c'est que je suis contre la privatisation de Radio-Canada parce que j'ai peur que quelqu'un l'achète. C'était son genre d'humour. Mais si c'était ça la critique, que l'idée que l'immigrant consomme davantage de services publics qu'il ne contribue à les financer, l'argument serait beaucoup plus intelligible, mais il demeurerait quand même avec aucun appui empirique. Et même si c'était empiriquement vrai, ça ne voudrait pas dire qu'il faut empêcher à l'immigrant de venir au Québec. Parce qu'il y a d'autres solutions plus simples. Donc, mettons, commençons avec la partie... Vincent, là, il y a une affaire aussi dans cet audio-là qui n'a pas de Christie de bon sens. Là. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de bon sens. La manière dont il s'exprime, c'est que d'un, l'immigrant, il arrive avec sa job, puis il arrive avec son salaire aussi. C'est connu, Jeff Frank, de quoi tu parles? Je veux dire, moi, demain matin, si j'immigre en France ou en Allemagne, je n'arrive pas avec ma job ni avec mon salaire, là, à moins d'avoir été embauché à l'avance par une entreprise, puis avoir un. Tu sais, qu'ils me disent, oh oui, ben là, tu t'en viens, on signe tes papiers. Tu sais, moi, OK, son immigrant, il rentre des gens, lui, qui sait à l'avance quel salaire ils vont gagner. En tout cas, je comprends qu'il y a peut-être il parlait peut-être des moyennes en arrière de ça, mais c'est assez boiteux, là, comme. Puis en plus, il n'est pas en train de faire une conférence de presse où il parle à des journalistes. Il était supposément dans un Zoom avec des gens du monde des affaires. Puis il me semble que l'immigrant qui vient, justement, il ne vient pas avec sa job, mais il vient dans le but d'avoir un emploi, là, pour aller en prendre qui sont là, qui sont libres. Bon, il y a un peu de vrai, mais un peu de faux dans ce que tu viens de dire. Il y a quand même une bonne proportion des immigrants qui doivent avoir sécurisé un emploi avant leur arrivée. Donc, c'est une condition de leur entrée au Canada. En fait, c'est fréquent pour beaucoup de pays où est-ce que tu dois, par exemple, moi, je l'ai fait aux États-Unis, les visas comme eux, ce qu'ils appellent les H-1B. On a un équivalent canadien, j'oublie le nom technique qu'on leur a donné, le nom bureaucratique de la chose, mais généralement, tu peux te faire poser la question si tu rentres comme immigrant, est-ce que vous avez une promesse d'emploi
Donc, c'est commun que ça arrive, mais ce n'est pas universel. Il y a des cas dans lesquels, par exemple, les réfugiés, on ne s'attend pas à ce qu'ils aient une promesse d'emploi associée avec leur migration. Certains des immigrants qui viennent en réconciliation famille non plus, on s'attend, cette obligation-là n'est pas là. Mais pour la majorité des gens une bonne partie, je ne sais pas si c'est la majorité, mais si ce n'est pas la majorité, c'est dans les hauts 40 qui doivent déjà avoir une promesse d'emploi en vertu de leur arrivée. Et donc, c'est fréquent. C'est fréquent qu'il y en a qui ont déjà un emploi, puis il faut y penser. C'est qui, étrangement, pour les États-Unis, je ne sais pas autant pour le Canada, mais pour les États-Unis, ceux qui émigrent, généralement, c'est des gens excessivement talentueux parce que les visas américains sont généralement donnés et octroyés, pas pour les gens les plus pauvres des pays en voie de développement, ceux qui ont le plus à gagner de l'immigration, mais c'est donné généralement à des chercheurs, dans son extrait, dans son extrait, Vincent, juste te dire, François Legault faisait un peu la différence justement entre l'immigrant économique, donc il parle de l'immigrant qui arrive ici avec sa job, qui est probablement un haut salarié ou un plus haut salarié, puis le réfugié. Puis ce qu'il critiquait dans l'ensemble de l'œuvre qu'il essayait de faire, c'est Ottawa lui imposait un ratio de réfugiés, par exemple. Le réfugié étant évidemment l'immigrant qui arrive ici, pas de job, rien. Là. Ça, tout le monde le comprend. Là, c'est là que Legault, là, on peut vraiment rentrer dans plus de la substance on va présumer que le premier ministre avait un propos aussi soutenu que celui que tu lui attribues. Ça va être plus simple pour faire de l'éducation économique. Je ne suis pas sûr de ça, mais... Non, mais ça va simplifier la conversation. On va présumer que tous les politiciens sont des gens excessivement intelligents, bien instruits, qui ont une compréhension générale des sciences économiques, des sciences sociales. Écoute, j'en ai jamais dit. Non seulement ça, mais une connaissance, ce sont des généralistes qui sont experts dans la culture générale. Donc, ils maîtrisent tout parfaitement bien. Ce sont des hommes de science, des hommes de lettres. On va faire cette présomption-là pour faciliter la conversation. Mais une fois dit, l'idée, c'est quand on dit est-ce que les immigrants vont gagner de l'immigration, est-ce que nous, comme société d'accueil, on va gagner? Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à se faire une sorte de coûts et bénéfices de l'immigration. On va y aller d'une perspective globale. Et l'idée que j'essaie de souligner à tout le monde, c'est que les bénéfices sont tellement grands, tellement colossaux que c'est ridicule d'essayer de se priver des bénéfices de l'immigration en essayant de réduire les coûts simultanément. Il y a des mesures beaucoup plus simples qui permettent de gérer les coûts. Si je les accepte, je pense que la plupart du temps, les coûts sont exagérés et les bénéfices sont sous-estimés. Mais même si, mettons, j'acceptais toutes les affirmations à propos des coûts, je pourrais quand même arriver et dire, il y a des petites solutions beaucoup plus simples, comme par exemple, je vais donner un peu un teaser de l'idée, c'est au lieu de mettre un mur autour des frontières, tu mets un mur autour d'État-providence, mais tu laisses tout le monde rentrer. Tu n'as pas besoin d'avoir un mur autour des frontières, tu peux juste avoir un mur autour d'État-providence. Et voilà, tu as réglé ton problème de l'immigrant qui ne contribue pas autant que ce que tu juges qu'il concerne. Même si, empiriquement, c'est pas vrai que les immigrants ne contribuent pas. En fait, au net, ça arrive pas mal à égalité. Une fois que ça s'est dit, là, commençons avec le gros bénéfice. Ça, là, je le dis à mes étudiants chaque fois quand je fais l'économie du développement avec eux. Magiquement, on va prendre Frank. On va dire que Frank vient de Haïti. Frank, magiquement, là, ça passe plus en 2021. Il est un peu enrobé pour un Haïtien, je trouve. Là. OK. C'est pas ça. La raison que je choisissais ici comme exemple, c'est parce que c'est l'écart de revenus qui m'aide à faire le code numérique. C'est pas. Vous êtes de mauvaise foi, les gars, ça n'a aucun bon sens. On te le donnera pas facile quand même. Non, correct. C'est legit. Mais imagine que je déplace Frank de l'endroit qui est pauvre sans rien changer à propos de lui. Je n'ai pas changé son capital humain. Je n'ai pas changé ses talents. Je n'ai pas changé son expérience. Je n'ai pas changé son âge. Je n'ai pas changé quoi que ce soit. C'est la même personne. Mais dès qu'il arrive au Canada, dès que je l'ai déplacé, je l'ai fait traverser une ligne magique qui s'appelle une frontière, son revenu va augmenter de 1000 %.
Ça, c'est 10 fois plus que ce qu'il faisait avant. Mais je n'ai rien changé. C'est la même personne. Qu'est-ce qui cause la différence de revenus? La qualité des institutions, le fait qu'au Canada, les institutions encouragent l'entrepreneuriat, encouragent l'accumulation de capital, encouragent l'investissement. Et donc, non seulement le travailleur est agencé dans un environnement dans lequel l'effort est beaucoup plus rentabilisé, mais aussi il est agencé avec plus de capital, plus d'infrastructures, plus d'équipements. Donc, magiquement, sans rien changer à propos de ses caractéristiques individuelles, je l'ai rendu 10 fois plus productif qu'il l'était avant. Et donc, il gagne 10 fois plus en termes de revenus qu'il l'avait fait avant. Donc, juste le fait de déplacer quelqu'un, ça montre qu'il y a une sorte de mésallocation des êtres humains sur Terre. La distribution des êtres humains, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des régimes qui ont des mauvaises institutions, qui ne protègent pas les droits de propriété, qui n'encouragent pas l'entrepreneuriat, qui n'encouragent pas l'activité économique. Et donc, tu as des gens qui sont embarrés dans des institutions de mauvaise qualité et en les laissant se déplacer vers des institutions de bonne qualité. Donc, les immigrants, c'est rare qu'ils vont se déplacer, disons, de venir du Canada vers le Zimbabwe ou du Canada vers Haïti. Généralement, le mouvement est inverse. On ne dit jamais qu'il y a des gens de la Floride qui partent à la nage pour aller à Cuba. Là. C'est plus le contraire. C'est ça. Effectivement. Mais généralement, les gens se déplacent vers des environnements parce que ce qui crée la richesse, c'est la qualité des institutions d'un pays. Et donc, les gens ne viennent pas. Parfois, ils choisissent les institutions directement, mais quand ils choisissent en fonction du résultat des institutions, implicitement, ils choisissent les institutions. Donc, là, ça, c'est le bénéfice de l'immigration. Puis la proportion que je t'ai donnée d'augmentation de 10, c'est à peu près la proportion que tu peux t'imaginer pour la majorité des gens sur Terre. Et ça imagine là, qu'on laisse, là, il y a des modèles que les économistes ont fait. Imagine 3 choses qu'on fait. On libéralise complètement la circulation des biens et services, donc du libre-échange. On libéralise parfaitement les marchés des capitaux. Donc, l'argent peut aller, les capitaux peuvent aller vers où ils veulent sans aucune barrière législative et on laisse les gens se déplacer vers où ils veulent. Lequel des 3, tu penses, qui génère la plus grosse augmentation du PIB mondial? Les gens. Les gens. Le libre-échange et le libre marché des capitaux augmentent le PIB mondial chacun de 50 %. Laisser les gens migrer vers où ils veulent, le scénario le plus pessimiste, c'est que le PIB mondial augmente de 300 %. Pas surpris. Le scénario le plus ambitieux, c'est à peu près 600 %. Là, ça veut dire que sans rien changer à quoi que ce soit, de qui que ce soit sur Terre, je peux rendre la planète 6 fois plus riche qu'elle l'est maintenant, au maximum. Donc là, les gens qui me disent il y a des coûts à l'immigration, je dis OK, là, voici la montagne de bénéfices que je veux te souligner. Est-ce que tu es vraiment en train de me dire que les coûts sont aussi grands que ça? Si tu me dis que... On se rend compte aussi, là, il y a des coûts à la sous-immigration comme le Québec vit présentement, comme le Japon a vécu pendant une tonne d'années, parce que, on va se le dire, là, je veux dire, on vit bien ici. On a un niveau de confort qui est impressionnant. Le gars de la classe moyenne ici, c'est un roi de v'là 200 ans, là, ou même le pauvre aujourd'hui est un roi de v'là 200 ans. Mais la game est la suivante, c'est qu'on veut consommer plus, on est prêt à consommer plus, autant des biens que des services. Puis là, présentement, on est confronté au fait que le fast-food qu'on aime bien avoir à minuit, il est fermé parce qu'ils n'ont pas de travailleurs. Le service à la clientèle fait de plus en plus défaut dans plusieurs entreprises parce qu'il manque de travailleurs. Ouais. Fait que là, on est en train de voir une baisse de qualité des services et des biens qu'on veut acheter puis qu'on veut acheter encore plus. Yep. L'agriculture, exactement. Alors que tu dis, il y a une capacité excédentaire qui pourrait être utilisée. Puis ce n'est pas les Québécois qui vont remplir ces postes-là. Ça fait longtemps que les Québécois lèvent le nez sur ces jobs-là. Puis au début, c'était juste l'agriculture, mais de plus en plus qu'on avance, ça s'élargit au commerce au détail, ça s'élargit à la restauration. Et éventuellement, ça va se ramasser dans les hôtels, ça va se ramasser dans les soins de santé, ces affaires-là. Il y avait, Yann, il y a quelques jours encore un article dans le journal où c'était un entrepreneur, je ne me souviens plus si c'était un hôtelier ou un restaurateur, il disait j'avais 16 entrevues de cédulés avec des gens qui ont posté leur candidature. Sur 16, il y en a 0 qui est venu.
Ouais. Et là, à un moment donné, il commence à avoir un problème là-dedans. Là. Je comprends là, que les mesures d'urgence du gouvernement, peut-être pas un gros incitatif pour aller travailler, tout ça. Là. Mais à un moment donné. Mais c'est plus profond que ça. Oui. Ouais, mais il y a de l'espace. Là. Écoute, moi, je vais souligner deux choses. Là, maintenant que j'ai dit à quel point il y avait des bénéfices incroyables de l'immigration, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des coûts pour nous, la société d'accueil. Mais ça montre encore une fois, si c'est ça ta réponse, c'est que tu as une mauvaise compréhension de l'économie, encore une fois. La première, puis ça, c'était Jean-François Lisée qui avait dit ça de la manière la plus ridicule. Ça, c'était en 2015-2016. Il avait dit quand les immigrants ils viennent, ils baissent les salaires. Oui, mais ça, Vincent, c'est une vieille thèse marxiste depuis toujours. Là. Puis ça, c'est mais ça, c'est vraiment le paroxysme de l'illettrisme économique de dire ça. Parce que ce qu'ils font, c'est OK, regarde, les gens, ils viennent, la courbe d'offres va se déplacer. La courbe d'offres se déplace, il y a plus de travailleurs, les salaires baissent. Mais on dirait que dans leur tête, ils ont oublié que les immigrants, ils demandent des services aussi. Donc, la courbe de demande devrait se déplacer aussi. C'est pour ça que quand on fait. Ça, c'est vraiment vraiment simple, l'argument que je fais, c'est que les deux courbes se déplacent, la courbe de demande et la courbe d'offre. Quand les deux se déplacent en même temps, tout ce que tu as, c'est plus de travailleurs et si les mouvements sont relativement proportionnels, le même salaire. Donc, tu n'as pas d'effet négatif sur les salaires d'avoir des immigrants. En fait, quand tu regardes les études empiriques, ceux ce qu'on appelle qui font des méta-analyses, donc ils agglomèrent l'entièreté des estimations qui se sont faites dans plusieurs études, on trouve qu'il y a même un petit effet positif sur les salaires de l'immigration. Et là, on peut voir à quel point peut-être que les immigrants même nous rendent, nous, plus riches. Parce que quand un immigrant arrive, il y a plus de gens. S'il y a plus de gens, il y a plus de capacité de se spécialiser. Si on peut mieux se spécialiser, ça veut dire que chaque unité de travail devient plus productive individuellement qu'elle l'était auparavant. Puis je donne mon exemple préféré, ça c'est un des cas aux États-Unis. Les endroits où ils ont le plus d'immigrants aux États-Unis, ce sont ceux où il y a la plus grande diversité de services de garde. Et où il y a une grande diversité de services de garde, il y a moins de femmes qui restent moins de mères qui restent au ménage pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a une spécialisation de services, il y a une accessibilité à des services qui permettent à des gens qui ont du capital humain, qui ont des talents, de pouvoir l'exploiter. Donc, ils peuvent se spécialiser dans ce dans quoi ils ont un avantage, peu importe c'est quoi le talent de la personne en question, et donc de laisser une autre personne se spécialiser dans le service de s'occuper d'un enfant pendant les heures de travail normales au lieu de le faire soi-même. Donc, on libère des ressources économiques pour mieux les utiliser. C'est pour ça que ce qu'on trouve, et ça, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, peu importe ce qui se passe, si on ajoute un immigrant qui soit en bas de la moyenne ou en haut de la moyenne, il va nous enrichir tout simplement parce qu'il va augmenter notre capacité de se spécialiser. Si on a davantage de gens peu qualifiés, mais qui peuvent s'occuper, par exemple, on va y aller avec un exemple stéréotype, donc ils peuvent ouvrir une garderie. Ce qu'ils font, ils augmentent l'offre de services de garderie, tu augmentes l'offre de services de garderie, il y a plus de gens qui peuvent retourner au travail plus rapidement, donc la productivité réaugmente. Si tu laisses un immigrant venir qui est hautement qualifié, donc disons un médecin, encore une fois un stéréotype, le médecin rentre, le médecin réduit les temps de file d'attente nécessaires à l'urgence, donc j'ai moins de temps à attendre. Pour autant qu'il ne soit pas confiné à conduire un taxi à Montréal. Ça, c'est un autre avec affaire. Avec la prémisse qu'on laisse travailler dans ce dans quoi il a un... Mais dès qu'il arrive, l'immigrant, qu'est-ce qu'il fait? Il va me permettre à moi de retourner au travail plus vite, à moi d'avoir accès à plus de services par la suite. Donc, l'idée, c'est que l'immigrant, en fait, quand on regarde les études, généralement, ce qu'on trouve, puis ça, il y a des exceptions, il y a des tendances un peu différentes, mais loi des grands nombres suggère que lorsqu'on laisse des immigrants arriver, il y a un effet positif en moyenne sur la population d'accueil. Vraiment, le gros débat là, entre les économistes là-dessus, puis on va prendre l'espèce d'extrême de toute la division du spectre. Ceux qui sont les économistes les plus sympathiques à l'immigration puis les plus hostiles. Les plus hostiles, ce qu'ils disent, c'est pour à peu près 85% des gens de la population d'accueil, l'immigration a un bénéfice permanent sur leurs revenus. Il y a une petite fraction de la population qui peut-être subit une perte temporaire. Et ça, ce sont généralement les gens qui n'ont les décrocheurs scolaires, généralement, les gens qui ont moins de capital humain, qui est plus difficile à agencer, donc plus difficile à se spécialiser. Et ce qu'on trouve, c'est qu'ils ont une perte de revenus peut-être 5-6 ans
mais qui se résorbent à travers le temps. Donc, ils reviennent vers ce qu'ils auraient eu. C'est quand même une perte. Mais là, je viens de te donner le spectre des opinions des économistes. La grande majorité démontre que c'est bénéfique pour pas mal tout le monde dans la société d'accueil. Peut-être que ce n'est pas bénéfique pour une frange de la population, mais ce n'est pas bénéfique par une petite proportion. Si vraiment tu me dis que l'immigration a un coût, là, je vais closer là-dessus, parce que je vois qu'Yann veut faire un call. Ouais. Mais le bénéfice de l'immigration pour les immigrants est gigantesque. Là, tu es en train de me dire que pour aider quelques personnes, tu vas te priver de tous ces bénéfices-là pour réduire les coûts. Prends un peu des bénéfices, transfère-les vers les gens qui subissent un peu le coût. Au final, ce que tu fais, c'est que, OK, tu réduis un peu tes bénéfices, mais tu réduis presque totalement tes coûts sans te priver de tous ces bénéfices gigantesques qui viennent de l'immigration. Donc, l'idée que l'immigration nous appauvrit, c'est vraiment quelqu'un qui vient de gens qui n'ont pas réfléchi sérieusement à la question de l'immigration, qui ont vraiment une incompréhension de la chose. Puis la game aussi, Vincent, je pense que ça vient réellement du fait qu'on dirait qu'il y a des intervenants publics qui finissent par devenir politiciens qui, un jour dans leur vie, apprennent une certaine cassette et après ça, vont faire jouer cette cassette-là toute leur vie. Dans le sens que nos ceintures fléchées québécoises, là, il y a été une époque où est-ce que le taux de chômage était élevé, où est-ce qu'ils se sont dit pourquoi qu'on ferait immigrer des gens si ce serait pour former des chômeurs, puis on a déjà trop de chômeurs présentement. C'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu mettes à jour ta cassette. Du taux de chômage élevé, c'est plus quelque chose qu'on vit vraiment ces temps-ci. Même en temps de crise économique, on a des taux de chômage en bas de 10 %. Et surtout, avant pandémie et après pandémie, on est dans un mode de pénurie de main-d'œuvre. Puis, l'autre bout de la cassette qu'on a toujours dit, c'est les immigrants, on va prendre les immigrants économiques. Tu sais, les médecins, là, on veut les médecins, on veut les ingénieurs, mais les autres, on n'est pas sûr. La game, c'est où est-ce qu'elle est la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'on manque de médecins présentement? Non, on manque de bras. On manque de gens qui veulent se lever le matin pour travailler, puis surtout qui vont être fiables, qui vont rentrer travailler tous les jours, puis qui vont arrêter de caler off pour des foutues niaiseries comme j'avais un entraînement de cheerleading aujourd'hui. Ouais, je peux pas, il faut que j'y aille parce que je joue à Call of Duty tantôt. Là. Non, mais Vincent et Yann, vous avez amené la voix de la raison là-dedans. Moi, je vais incarner pendant 3 secondes le politicien cynique. La réalité, c'est que c'est très payant de tenir ce discours-là. C'est très, très payant d'avoir ce discours-là. Même que ce soit la vérité ou pas, on s'en fout pour eux autres. Parce que l'immigration, c'est un des rares sujets sur lequel tu vas pouvoir t'attirer des sympathies et de la gauche et de la droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine partie de la gauche, on t'a parlé de Jean-François Lisée, mais il n'est pas le seul. C'est très syndical, très les conditions des ouvriers, blablabla. Eux croient dans leur liturgie marxiste-léniniste, ils croient que l'immigration, c'est faite par le patronat pour faire du dumping social. Là, je prends leurs mots, vous irez fouiller ceux qui ne savent pas trop de quoi qu'est-ce qu'on parle, parce que ça fait pression à la baisse sur les salaires, parce que, ça c'était même Marx qui disait ça, l'immigration, c'est de remplacer un Yankee par 3 Chinois. C'est dans un de ses livres où il y a même cette expression-là. Donc, tu as une partie de la... Je ne parle pas de toute la gauche. Tu lis vraiment des affaires bizarres. Ben oui, je lis tous ces trucs-là. Mais, il faut bien que j'en fasse. Moi, je trouve ça drôle. La gauche... Moi, je trouve... Juste une parenthèse, puisque Frank m'a ouvert une porte. Dernièrement, il y a une espèce d'idée qu'on doit affronter les auteurs du passé à leur biais, à leur racisme. C'est incroyable comment c'est toujours des penseurs, on va choisir, disons, Bill Buckley aux États-Unis ou David Hume en Grande-Bretagne, mais sérieusement, si j'étais Karl Marx, on me disait il faut qu'on rende imputable de leurs propos les auteurs du passé qui ont dit des choses racistes. Karl Marx devrait aller se cacher dans un arbuste le plus rapidement possible. Ouais, bien sûr, Karl Marx, son livre, les gens ne le savent pas, mais c'est rarement dit, mais c'est rempli d'antisémitisme. C'est rempli de propos. Il a écrit un livre qui s'appelle La question juive. Absolument. Donc, Karl Marx était vraiment un antisémite, était tout aussi raciste que son contemporain moyen. Donc, tu peux trouver occasionnellement des références à des groupes de gens qui sont des animaux. Moi, ce que je trouve drôle, c'est vraiment que c'est encore un héros dans certaines franges de mouvements intellectuels parce qu'on aime ça imposer un standard
à certaines personnes qui ne sont pas de notre bord. Mais s'ils sont de notre bord, on peut réduire le standard. Je trouve toujours ça ridicule, cette espèce de double équivalence-là. Je veux dire, on devrait être capable de lire des sources du passé, aussi déplaisantes qu'elles peuvent être, et enlever un peu ces éléments-là pour voir l'importance qu'ils ont eu dans l'histoire. Mais eux, là, c'est vraiment... Mais quand tu vois quelqu'un qui a le double standard, qui exige que ses adversaires soient tenus au plus grand standard de moralité, je suis bien d'accord à tenir des gens à leur... hold them accountable. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais on va les tenir également imputables de tous les côtés du spectre politique. C'est très peu demandé. Je sais que je suis déraisonnable en demandant un traitement égal des sources, mais écoute, c'est dans les clivages politiques, ça se passera jamais. Continue, Frank, avec tes livres bizarres. Non, mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que l'immigration, tenir un discours critique sur l'immigration, c'est très payant parce que d'un, comme je viens de le dire, tu t'attires de la sympathie d'une certaine gauche, pas celle multiculturelle qui veut, qui triple là-dessus. Là. Mais on parle d'une espèce de la gauche, je dirais, plus ancienne, là, les mouvements ouvriers, puis tout ça, puis il y a une partie du Parti québécois, puis de tous ces gens-là. Après ça, tu t'attires la sympathie d'une certaine droite identitaire qui, eux, voient dans l'immigrant quelqu'un qui vient diluer leur culture puis leur identité raciale. Là. On peut pas employer des gros mots, même si ce n'est pas toujours à ce point-là là-dedans. Puis en plus, au Québec, tu rajoutes une troisième dimension qui, des fois, peut être d'un bord de ce que je viens de dire ou de l'autre, c'est celle du nationaliste québécois qui, lui, à chaque fois que tu parles un peu contre l'immigration, commence à avoir une demi-molle dans ses pantalons parce que, enfin, un politicien qui vient préserver le fait français. Puis, à chaque fois que Legault il parle d'immigration, là, un gars comme Boc Côté, il est excité bien raide. Là. Lui, je veux dire, enfin, quelqu'un qui vient remettre baisser les seuils d'immigration puis pour être sûr que Montréal ne disparaisse pas dans le flot des immigrants et des anglophones. Eux autres, donc, tenir ce genre de discours-là pour un politicien au Québec, au Canada, c'est moins vrai, mais au Québec, c'est très, très rentable. D'un, tu peux te faire aimer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Quel discours magnifique pour te faire élire. Ben, d'ailleurs, ça a fonctionné la dernière fois. Là. Je veux dire, les gens les plus éduqués, oui, OK, ils comprenaient le débat sur la laïcité puis se disaient, ouais, c'est vrai qu'il y a une réflexion à faire sur les signes religieux. Mais l'identitaire moyen, lui, ce qu'il voyait, c'est, hey, est-ce que lui, là, on va y enlever son voile? C'est pas l'histoire aussi. Ben, plus qu'il y enlever, moi, il fait manger son foulard. On s'en cachera pas. Là. Non, mais OK. Ce que j'ai jamais compris, c'est que dans ma position à moi, tant la gauche que la droite devraient être vraiment contentes. Parce que pour la gauche, une des choses qui... Parce que quand on estime, par exemple, le coût fiscal d'un immigrant ou non, la plupart des études arrivent que c'est pas mal kiff-kiff. Donc, autant de revenus sur une vie que de coûts. Donc, pas vraiment de gains fiscaux. Et en fait, à cause qu'il y a des gains pour les autres de la société d'accueil en termes de productivité, il y a probablement même un petit gain positif. Mais quand on réussit, par exemple, des fois à tenir compte de régimes actuariels, comme la RRQ, comme Social Security aux États-Unis, les immigrants qui rentrent au pays, généralement, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils conservent ces régimes-là qui sont sous-financés, ils les gardent en vie. Donc, à toute fin pratique, les immigrants, plus souvent qu'autrement, gardent des programmes sociaux en vie. Donc, la gauche devrait être absolument contente d'avoir des immigrants parce qu'ils préservent des programmes sociaux qui sont sous-financés, surtout des régimes qui sont basés sur des promesses de paiement futurs pour des contributions actuelles. En fait, même souvent, ce qui se passe avec les immigrants, quand tu tiens compte, par exemple, du fait qu'il y en a qui quittent, donc ils viennent, travaillent 20, 30 ans ici, après ça, ils retournent chez eux, ils vont avoir contribué à la RRQ, ils vont avoir contribué à la Social Security. C'est tellement bon ce que tu dis là, parce que, je veux dire, tu vas chercher un immigrant, là, puis tout de suite, immédiatement, il commence à payer de la RRQ. Yep. Tu n'as pas été obligé de financer ses garderies. Tu n'as pas été obligé de financer son école. Tu n'as pas été obligé d'y envoyer des chèques à Trudeau. Tu n'as pas été obligé d'y envoyer du RQAP à ses parents dans le temps. Je veux dire, on ne se le cache pas, avec le système politique qu'on a mis en place, avec le système social qu'on a mis en place, un enfant, ça coûte cher au gouvernement présentement. Oui, absolument. Puis quand tu arrives avec un travailleur ici qui a tout son capital humain, tu as son capital humain sans avoir eu à payer pour.
via la provision publique. Si on nous dit, ouais, mais il arrive avec des enfants, oui, mais ça, c'est quoi la différence? C'est qu'il arrive avec un enfant ou qu'il en fasse un? Je veux dire, c'est rendu un Québécois, mais il est arrivé ici. Il est arrivé ici, il a commencé à contribuer en décollant. Absolument. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais compris l'opposition de la gauche à l'immigration lorsqu'il y en a. Puis pour la droite, ce qui est encore plus drôle, c'est quand ils disent que ça va dégrader nos institutions ici. Je vais aux États-Unis, là, on va y aller avec un stéréotype, mais empiriquement, ça se généralise. Il n'y a pas de groupe aux États-Unis qui est plus pro-institution américaine que les Cubains. Il n'y a personne qui va dire oui, changeons la fabrique fondamentale des États-Unis, faisons ce que Cuba a fait. Il n'y a personne. Quand les gens disent les immigrants viennent ici, parce qu'en gros, la peur de la droite, c'est les immigrants viennent ici et ils importent leurs mauvaises pratiques de leur pays. Donc, si, par exemple, tu viens d'un pays qui a énormément de corruption, tu arrives ici, tu importes la corruption. Ça montre une incompréhension des processus de sélection. Les gens qui viennent, généralement, ils ne viennent pas pour répliquer. Si tu rejettes un cadre institutionnel d'un pays, c'est probablement que tu es peu probable de vouloir le répliquer. Il y a juste les Californiens qui font Texas. Non, mais même là, les gens en font des jokes, mais il y a un de mes collègues qui travaille sur les effets de sélection sur c'est qui les Californiens qui quittent. Les Californiens qui quittent, ce sont généralement des gens qui sont, en termes d'idéologie, qui tendent beaucoup plus vers conservative que liberal. Donc, il y a même un biais. Donc, tu choisis vers qui tu t'en vas. Tu choisis quelqu'un qui récompense un peu parfois tes préférences à toi. Donc, c'est pas vrai que l'immigration dégrade les institutions. En fait, c'est un mythe, cette affaire-là, que les Californiens ils sont en train de créer vraiment un Texas de gauche. Je pense que les gens qui n'aiment pas les Californiens aiment ça, penser ça. Probablement que la réaction, c'est qu'ils n'aiment pas les caractéristiques culturelles des Californiens, mais en termes institutionnels, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet. En fait, ce qui est étrange, c'est que quand tu as fait les tests, généralement, l'immigration de masse a tendance à renforcer les institutions. Les quelques exemples que je connais, c'est l'exemple le plus connu, en fait, c'est l'immigration de masse d'Israël, donc des Juifs de l'ancien bloc soviétique. Lorsque le bloc soviétique s'est effondré, la population d'Israël, je pense, a augmenté de 10% en l'espace de quelques années par vertu uniquement de l'immigration. Donc, c'était gigantesque. C'était une grosse augmentation de la population d'Israël. Et ces immigrants-là étaient excessivement hostiles à certains courants de pensée. Ils étaient généralement assez anti-parti travailliste, en fait, en Israël, généralement favorable à des partis comme Kadima, plus tard, donc le parti du centre, ou vers le Likoud, ou même vers les partis un peu plus orthodoxes. Mais en arrivant, ils ont diversifié la demande de services politiques, d'options politiques. Et le résultat, c'est que les coalitions se sont, en fait, un peu recentrées. Et l'effet, par exemple, sur des mesures comme la corruption ou la liberté économique, il y a eu des améliorations. Donc, les institutions du pays se sont améliorées grâce à l'immigration. Donc, c'est pas vrai. Là. Quand les gens de droite disent « ils vont détruire notre fabrique institutionnelle, notre fabrique culturelle », je reviens à l'exemple stéréotype, mais il n'y a personne aux États-Unis qui est plus hostile à n'importe quoi qui est extrême, comme une dérive vers la social-démocratie ou encore plus à l'extrême, le communisme ou le socialisme, que les Cubains américains qui sont non, catégoriquement non. C'est un groupe vraiment qui résiste très fortement à cela. Et ça fait du sens parce que ce n'est pas les gens qui approuvent d'un régime qui vont le quitter. C'est probablement qu'ils embrassent les institutions du pays vers lequel ils migrent. Donc, il n'y a pas d'effet vraiment de l'immigration sur les institutions. Et quand on en trouve, c'est même plus souvent positif qu'autre chose. Donc, wow! La gauche et la droite devraient être contentes. Là. Je pense que ce qu'on voit... Ouais, vas-y, Yann. Ben, un des bienfaits de l'immigration aussi, puis tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'entreprise, parce que souvent, ça part de l'entreprise pour aller recruter à l'extérieur. C'est qu'à un moment donné, tu dis, je suis écœuré de ne pas rien trouver dans ma population locale pour remplir mes besoins, donc je vais aller vraiment vers l'immigration.
Et naturellement, tu vas aller vers des pays où est-ce qu'il va y avoir certaines affinités pour ce que tu veux vraiment comme entreprise. Je donne un exemple. J'ai un travailleur forestier que j'aime bien, je parle de temps en temps. Lui, il m'a tout le temps dit la même affaire. Il dit, moi, je t'ai écœuré des foutus Québécois, c'est l'âge, je ne savais pas travailler. Il dit, à cette heure, moi, ce que j'aime, c'est que je m'en vais dans l'Europe de l'Est, ramène 2, 3 Roumains ici, puis ça travaille. C'est fait fort, ça ne se lamente pas, ça va travailler dans le bois, des mouches, c'est pas grave, hein, ouais, go. Tu vas avoir des usines d'abattage, eux autres vont plus aller virer à Haïti, justement, vont aller virer un peu plus dans les pays du Sud. La restauration rapide va se tourner énormément vers les Philippines, par exemple. Parce qu'ils retrouvent vraiment ce qu'ils veulent de ce côté-là. Puis il faut dire aussi qu'il y a des films d'immigration qui se sont spécialisés dans certains pays, des choses comme ça, puis ils font les liens. Les entremetteurs qui développent une business à être des entremetteurs de ce côté-là. Ben, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, c'est de la bonne entreprise, ça. Là. Tu te dis, voici mes besoins. Est-ce que je suis capable de les combler localement facilement? La réponse est non. Donc, je préfère investir de l'argent dans un entremetteur, investir de l'argent sur un de mes employés qui va aller tâter le terrain un peu à l'extérieur. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que la personne va être sélectionnée ou le groupe de personnes va être sélectionné pour venir travailler ici. Ils vont être contents de le faire. Ils vont être relativement dévoués parce que pour eux autres, c'est une augmentation de niveau de vie qui est tout simplement incroyable de faire ce move-là. Puis pas juste pour eux, des fois aussi même, c'est pour leur famille dans leur pays parce qu'ils vont arriver et ils vont envoyer de l'argent dans ces familles-là. Puis des fois, j'ai l'impression aussi nos vieux politiciens de la vieille époque ont peur justement de voir l'argent sortir du pays de cette façon-là. Je ne sais pas si tu as de quoi dire par rapport à ça, mais je pense que ça va t'allumer une coupe de lumière. Écoute, la première chose, c'est vraiment de rejeter l'idée que les politiciens sont capables de choisir le bon immigrant. Je refuse de leur donner cette capacité. De choisir quelque chose, aux autres. Mais c'est parce que c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule de présumer qu'ils sont capables d'identifier les besoins de firmes particulières qui sont hyper spécialisées dans un service ou un autre, mieux que l'entrepreneur qui cherche les travailleurs pour sa propre firme. Je veux dire, à un moment donné, l'alignement des incitations donne pas mal plus de crédibilité à l'entrepreneur qu'au fonctionnaire qui, lui, répond non seulement à des pressions qui sont non seulement très différentes pour lui, donc il ne paye pas les coûts d'une erreur, mais en plus, qui doit répondre à des pressions qui viennent parfois du politique plus que vers autre chose. Donc, l'idée de donner à une bureaucratie, reconnaître à une bureaucratie la prétention qu'elle a de pouvoir identifier les immigrants, je refuse absolument cette prétention-là. Ça ne fait aucun sens. Les entrepreneurs sont bien mieux à même d'identifier ce qu'ils ont besoin et donc de choisir les immigrants qui sont absolument nécessaires à l'activité économique dans laquelle eux sont engagés. Dans cet exemple-là, je pense que je pourrais ajouter mon exemple historique préféré. Tu vas aux États-Unis, tu vas au Wisconsin. Wisconsin, qui est connu comme America's Dairyland. America's Dairyland, c'est... Ils se mettent des fromages sur la tête quand ils vont au football. Oui, effectivement. Ça, puis, écoute, quand ton équipe, c'est les Green Bay Packers, peut-être que tu devrais mettre plus sur ta tête qu'un fromage, genre un sac de papier brun, par exemple. Ça pourrait être pas pire. Mais là, ça, c'est un commentaire de football. Là. Écoute, sérieusement, les Packers. Non. Mais au-delà de ça, le Wisconsin est fondamentalement son industrie laitière. Elle la doit aux immigrants danois au 19e siècle, qui étaient parmi les plus pauvres du monde à l'époque, qui avaient très peu de capital humain, mais ils avaient une longue tradition de connaissances dans le domaine de la production laitière. Ils ont immigré aux États-Unis et tu trouves que les endroits dans lesquels il y a eu une grande spécialisation de la production laitière, ce sont les endroits où les immigrants danois étaient les plus importants. Est-ce que tu penses vraiment qu'un fonctionnaire se serait dit « Nous allons développer pour l'année 2021 la plus grande industrie laitière au monde, où est-ce que nous trouverons les vaches qui produisent le plus de lait par jour? Elles seront les plus grasses et les mieux nourries. 121 ans dans l'avenir, nous avons trouvé ce plan. Nous savons, nous avons compris, et ce qu'il nous faut, ce sont les Danois. » Je veux dire, un script comme ça, il n'y a personne qui achèterait ça à Hollywood. Mais avec raison. C'est un script complètement ridicule. C'est ridicule de donner la prétention au gouvernement qu'ils sont capables de choisir les bons immigrants, mieux que
soit les immigrants eux-mêmes qui arrivent ici, qui doivent partir de leurs propres entreprises, ou les entreprises qui dépensent des ressources pour les amener ici. Pensez juste aux vaches à Cuba puis vos burgers, comment ils ne sont pas mangeables quand vous y allez. Je veux dire, vous voyez bien que les fonctionnaires ne sont pas capables de choisir les bonnes vaches. Là. Ouais, mais Yann et Vincent, là, moi, je reviens souvent avec cet exemple-là, je suis tannant avec ça. Là. Mais du moment qu'un politicien s'est mis dans la tête qu'il peut contrôler le climat en construisant un train électrique, comment vous pensez qu'il ne se mettra pas dans la tête qu'il peut contrôler n'importe quoi? Là, je veux dire, ils sont rendus avec le syndrome de l'omnipotence puis de l'omnipuissance. Mais je veux faire du pouce 2 secondes avec ce qu'on jasait dans le podcast précédent sur la politisation. Moi, je trouve que l'immigration, c'est un des sujets les plus intéressants qui illustrent le mieux ce qu'on voulait dire l'autre fois. C'est-à-dire que dans un pays normal, à mon avis, là, tu devrais avoir, je ne sais pas, mais cette question-là, par exemple, des seuils d'immigration, du processus de sélection des nouveaux arrivants, toute cette affaire-là, ça devrait être quelque chose qui est dépolitisé. Parce que là, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est toujours le même débat qui revient, les identitaires d'un bord. Puis là, c'est tout le temps un peu caricatural. Tu as soit d'un côté les identitaires, puis de l'autre bord, tu as les lovers de ce monde, là, les Justin Trudeau. Même si les gens reviennent de l'État islamique, nous les aimons quand même. Nous sommes en 2021. Non, à un moment donné, moi, je pense que c'est ce genre de sujet-là, ça devrait être laissé à... il y a des gens qui ont une expertise là-dessus. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas qui l'a, mais ces ratios-là ou ces quotas-là pourraient être décidés de manière indépendante parce qu'à chaque fois que le politique se fout le nez là-dedans, ça devient un débat, puis là, ça bifurque sur le français à Montréal, puis les signes religieux. Puis finalement, au bout du compte, je pense qu'on passe complètement à côté du rôle fondamental de cette dimension-là de l'activité. On ne parle jamais d'économie, Frank, c'est pas compliqué. Écoute, justement, c'est ça exactement le point. On remarquera que chaque fois que les débats sur l'immigration apparaissent, ils vont toujours trouver un exemple qui est presque caricatural, extrême, qui n'est pas généralisable et donc va servir comme une sorte de... En anglais, ils disent un wedge issue. Donc, mais quand tu regardes en pratique, tu te dis, mon Dieu, c'est d'un ridicule. Comme par exemple, 2015, je ne sais pas si les gens se souviennent, 2 immigrantes avaient demandé d'être assermentées à la cérémonie d'assermentation de la citoyenneté canadienne, avaient demandé d'être assermentées en burqa. Il y a chaque année, maintenant j'oublie les chiffres, je ne vais pas faire d'erreur, mais imaginons au minimum que je suis en train de faire une erreur conservatrice, donc je sous-estime le nombre d'immigrants qui sont assermentés chaque année, 100 000 personnes. Et c'est clairement trop petit comme chiffre. Je sais que je fais une erreur. C'est à peu près 500 000, 400, 500 000, je pense. 2 sur 100 000. 1 sur 50 000 personnes. Faites le pourcentage, là. C'est sûr que sur un si grand nombre, tu vas toujours avoir des cas qui apparaissent un peu étranges, peuvent choquer un peu les personnes, mais c'est une proportion tellement infime que comme statisticien, je suis comme un peu forcé de dire, la loi des grands nombres implique que des événements vraiment freak, des choses uniques, qui sont parfois, qui peuvent choquer un peu l'imaginaire de certaines personnes, ça va se passer par définition. Mais il me semble que vivre en société, surtout une société qui est de plus en plus large, c'est par définition accepter que tu vas voir de plus en plus de choses qui devraient te déranger. Notre incapacité, en politisant tout, on en devient incapable de se dire « Ah, écoute, c'est juste un truc étrange. On va lever les bras, on va juste passer à un prochain appel. Qu'est-ce que ça change mais la politique, c'est... Oui, mais la politique, on dirait que c'est devenu ça tout le temps, l'espèce de gestion de l'anecdote. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait une fille qui avait traversé à Québec le boulevard Laurier, puis elle s'était fait frapper par un gars qui faisait une crise d'épilepsie au volant. Et puis là, il était parti dans tout un débat comme quoi il fallait construire une passerelle qui allait coûter je ne sais pas combien, une centaine de millions entre le boulevard Laurier et l'hôpital. Parce qu'une personne sur les milliers qui traversent chaque jour, une personne s'est faite frapper à cause d'un gars que le médecin avait oublié ou il n'avait pas voulu y enlever son permis, puis il a pété une crise d'épilepsie au volant, donc il a écrasé une piétonne. Ça, c'était un débat qu'on a eu. Il y a eu une fille
qui a acheté une bouteille, qui a volé une bouteille de Fort Loco dans un dépanneur. Elle ne bu assez qu'elle est morte dans une coulée. On a eu Martin Coiteux qui a parrainé un projet de loi pour interdire ces boissons-là, changer la couleur des étiquettes pour ne pas attirer les jeunes, pour une personne qui avait acheté une canette. Vincent, tu l'as connu, Martin, là. Il devait être découragé de passer cette loi-là. Dis-moi qu'il était découragé. Non, je ne sais pas. Je connais Martin individuellement comme personne. Je pense que c'est un bon gars. Mais à le connaître, je ne suis pas mal sûr qu'il croyait vraiment à cette idée-là. Peut-être juste sur des bases morales. Martin n'était pas aussi agressif que moi sur diviser le normatif du positif. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Quand je fais de l'analyse positive, donc juste ce que je pense être des appellations de faits, j'essaie de ne pas imposer ma moralité sur les autres, surtout que, par définition, le normatif de chaque personne diffère de personne en personne. Donc, mes préférences à moi, si je les impose, ça implique un trade-off pour toi qui peut empirer ta qualité de vie dans une manière qui peut être mesurable même. Donc, je ne suis pas vraiment fan de faire ces espèces de généralisations-là. Mais dans les espèces de réactions que les gens ont à des cas extrêmes, c'est vraiment incroyable comment la politique contribue à alimenter ça. Mais juste en termes de raisonnement, il y a, je pense, une chance non infime chaque année qu'un astéroïde qui détruit la planète du même, un événement qui mène à l'extinction de la race humaine, comme pour les dinosaures. Je suis sûr qu'il y a un pourcentage que ça peut se produire chaque année. Donc, comme on dirait, P n'égale pas 0. Mais est-ce qu'on devrait dépenser, puisque certains diraient, oui, mais puisqu'on pourrait tous disparaître, on devrait tout dépenser pour empêcher cette possibilité extrême? Non! Non, je veux dire, on gère les risques. Là, c'est sûr que c'est juste je ne sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, c'est thought experiment. Mais par l'absurde, on réalise un peu que, on dépense pas. Il y a des risques qui ne valent pas la peine d'être éliminés. Mais je vais donner un exemple de ce que tu viens de dire, Vincent, puis je l'utilise souvent avec des clients parce que j'ai toujours quelques clients très libertariens, des fois, qui appellent. Puis, ils vont m'exposer leur scénario apocalyptique. Ça, c'est un dénominateur commun chez les libertariens. Exactement. Le gouvernement va tout détruire. Il faut qu'on aille une belle cabine dans le bois. C'est correct, j'ai pas de trouble avec ça, mais tu comprends l'élément un peu de la situation. Puis évidemment, en temps de pandémie, ça a été un petit peu pire que d'habitude. Fait que j'ai toujours l'autre question qui me disent qu'est-ce que je devrais faire avec mon argent? Est-ce qu'on devrait acheter de l'or, juste du Bitcoin, peu importe. Ça va partir de ce côté-là. Puis moi, je leur explique toujours la chose suivante. J'ai dit, je comprends ce que tu me dis, mais tu dois comprendre également que tu ne crois pas ce que tu dis. Là, ils vont dire, pourquoi tu dis ça? Écoute, pour être un investisseur, il faut fondamentalement être optimiste en l'avenir. Tu ne peux pas être pessimiste et être investisseur en même temps parce que tu es en train de prendre l'argent que tu as aujourd'hui et tu reportes son utilisation à plus tard dans le temps. Donc, fondamentalement, tu es optimiste. Tu penses qu'en dedans de toi, il va y avoir des temps meilleurs ou au moins semblables à aujourd'hui, puis tu décides de reporter ta consommation. Parce que si réellement... Ta consommation future vaut plus que ta consommation présente. Exactement. Le time preference qui est plus grand, des choses comme ça. Si fondamentalement, tu penses que ton scénario est très probable, ton scénario apocalyptique est très probable, la première chose que tu devrais faire, c'est vendre tous tes REER, vendre tous tes CELI, puis faire le plus gros party que tu ne peux pas faire, tandis qu'on a le temps de le faire. Et c'est exactement ça que j'ai dit. En fait, j'ai dit à mes étudiants, en fait, quand je donne, ça les gens vont voir à quel point je suis weird. Quand je donne des cours de macro, souvent, j'essaie de montrer des concepts. Justement, j'aime beaucoup utiliser les extrêmes, des exemples qui utilisent la logique en les amenant à un extrême, pas parce que l'extrême est pertinent en soi, mais parce que ça dégage une sorte de vérité par le ridicule. Mm-hmm. Et l'exemple que j'aime leur donner, c'est je leur dis, le scénario, c'est on vous annonce qu'un astéroïde frappera la Terre demain. La certitude est 100%. Décrivez, je t'écris un scénario, je dis, décrivez le taux d'actualisation que vous avez dans votre calcul d'utilité.
OK, je pensais que tu leur demandais s'ils faisaient un orgie ou pas. Non, mais l'idée, c'est que je leur demande de formaliser quelque chose mathématiquement en disant à partir d'un scénario réel. Dans un cas comme ça, ton taux d'actualisation devient négatif, c'est-à-dire que tout ce que tu reportes dans l'avenir, ça t'enlève du bien-être maintenant. Donc, tu as intérêt le plus possible à consommer maintenant. Donc, ça, mathématiquement, ça s'exprime, puis les étudiants le voient mathématiquement. Mais si tu demandais au commun des mortels, demain matin, l'humanité s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Sex, drug and rock and roll. C'est ça que les gens vont répondre. Les gens vont répondre que c'est ça dans laquelle ils vont s'engager. Si tu me dis qu'il y a une certitude que demain, il n'y a rien, mais pourquoi retarder quoi que ce soit? Faisons toutes les choses qu'on veut faire immédiatement et avec le plus grand empressement possible. Mais ça, si on en devenait vraiment à penser comme ça, à comprendre un peu les risques entre l'avenir, quand tu dis que tu es libertarien à toi, tes gens qui viennent te voir, quand tu leur fais réaliser ça, je suis sûr que leur réaction, c'est « make sense ». Oh, exactement. Puis c'est pas dans le fond que c'est stupide leur argumentation de base, c'est juste qu'ils n'avaient pas vu le problème. Parce qu'à un moment donné, on dirait que tu tombes dans une forme de spirale. Puis tu prends une source d'information, tu lis là-dessus, puis là, après ça, tu pars. Puis en plus, les algorithmes des réseaux sociaux t'en donnent encore plus. C'est tout le temps fait un peu comme ça. En plus, un genre de biais de confirmation qui s'installe. La chambre d'écho. Oui, exactement. Mais c'est qu'à un moment donné, tu viens qu'à accorder une trop grande probabilité à ce que tu crois qui peut se passer. Et puis là, tu viens qu'à perdre le nord un peu. L'affaire, c'est que c'est facile de te remettre les choses un peu en perspective et de dire, écoute, la première des choses, c'est que tu t'en vas pas dire que le gars est cave. Tu te dis, le scénario que tu viens de décrire, il est probable. OK, donc je suis pas fou. Non, tu n'es pas fou. Ce que tu viens de décrire là, c'est quelque chose de probable. C'est quelque chose de probable. L'affaire, c'est que là, présentement, dans ta tête, tu lui accordes une probabilité de 100 % de réalisation. Mettons que c'est peut-être plus 1 ou 2 %. Fait que là, on va changer. Voici d'autres scénarios qui sont possibles. Puis là, à force de détailler des scénarios, il se finit par se rendre compte, OK, ouais, il y a un ensemble de possibilités plus grand que je pensais. Donc, comment qu'on fait pour évoluer là-dedans éventuellement? Fait que c'est quelque chose qui se déconstruit super facilement, ce mindset-là. Mais c'est un mindset que les gens finissent par tomber. Puis, dans plusieurs aspects de nos vies, là, j'ai pris un exemple extrême, mais dans plusieurs aspects de nos vies, on vient qu'à, tu sais, je pense que je n'avais pas dit la semaine passée, des fois, il y a des gens qui m'arrivent, puis il y a une élection américaine qui s'en viennent, puis ils veulent tous vendre leurs actifs parce qu'ils ne croient pas au prochain président, tu sais. Ouais. Notre mindset vient des fois à accorder trop de probabilités à certaines choses. Mais ce qui a changé la tête, ce qui a changé pour tes clients, c'est quand ils ont réalisé les coûts et bénéfices relatifs à la probabilité de changer leurs choses. Donc, tu leur dis, tu vends tous tes actifs maintenant, tu mets tout dans l'or, tu perds tous tes rendements pour 30 ans, disons, dans l'avenir. Mais là, tu leur dis le coût, là, tu leur fais face au dilemme. Right? Soit j'essaie d'éviter cette petite possibilité-là pour ce coût gigantesque-là, donc je change mon comportement. Est-ce que vraiment je suis prêt à payer autant pour éliminer ce petit risque-là? En fait, c'est un grand risque, mais sa probabilité est tellement petite que son expectative est assez basse. Mais la personne est non, je ne suis pas prête à payer pour ça. Donc, tu viens de faire découvrir à une personne que le cas extrême, pour elle, même s'il n'est pas impertinent, n'est pas nécessairement, en fait, peut-être pas invalide, ça serait le meilleur mot, mais il est impertinent. Il est impertinent, mais il demeure une certaine validité au concept. Mais en politique, tu n'as pas à payer le coût de ta décision de te concentrer sur un cas extrême. Le politicien qui décide de choisir l'immigrant qui est problématique, qui a l'air d'être problématique pour plusieurs électeurs, parce que c'est important, la distinction entre problématique et l'apparence de problématique. Le politicien qui décide de choisir cet immigrant-là, lui, son bénéfice, c'est qu'il gagne des votes. Et en plus, s'il gagne des votes en pouvant justifier, par exemple, une réduction du nombre d'immigrants qui sont admis, lui, il gagne les bénéfices électoraux, mais les coûts sociétaux sont assumés, sont portés par les migrants, d'une part, qui se retrouvent privés du gros facteur d'augmentation de revenus, et de la population qui aurait pu gagner de la présence de cet immigrant-là en termes de productivité additionnelle. Donc, l'idée que la grosse différence entre les deux univers, c'est que dans l'univers que Yann, tu viens de décrire avec ton client, c'est que ton client,
quand il doit prendre une décision qui implique des coûts pour lui, facilement, il recalibre un peu les choses, il met les choses en perspective. Il n'y a pas cette espèce de mécanisme de correction dans l'univers politique parce que les incitations ne sont pas les mêmes. Donc, quand j'entends des politiciens me parler d'immigration, ce que j'entends, c'est généralement de la mauvaise foi parce que c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils... Pourquoi je voudrais comprendre, étant donné tous les bénéfices que moi j'ai comme politicien de défendre telle ou telle mesure? L'idée que les politiciens choisissent parfois leurs croyances en fonction, parce que c'est pas vrai que les politiciens, c'est des gens qui sont excessivement idéologiques. Tu en as peut-être une coupe dans les extrêmes de la distribution. Je suis prêt à dire, par exemple, que je suis prêt à croire, par exemple, que Éric Duhaime croit à un très haut pourcentage ce qu'il dit, tout comme je pense que Québec solidaire croit à un très haut pourcentage de ce qu'ils disent. La probabilité, par contre, que ni un ni l'autre se fasse élire un jour est à peu près zéro, justement parce qu'ils sont dans la frange de la distribution où ils peuvent se permettre le privilège de leur croyance idéologique. Mais plus tu te rapproches du centre où tu dois convaincre la personne médiane, il faut que tu sois un petit peu plus instrumental dans ta manière de réfléchir aux de toute façon, on a vu que les manteaux sont interchangeables. Là. Je veux dire, tu peux être président de la CAQ puis finir chef des libéraux. Chef du parti, exactement. Ou être... non, mais je veux dire, ou te dire conservateur et défendre la gestion de l'offre. Oui. Et des choses comme ça. C'est tout à fait possible d'avoir ces espèces de contradictions-là, justement parce que plus tu essaies de te rapprocher de ce que tu as besoin pour avoir une coalition gagnante, tu dois avoir une vision plus instrumentale du jeu politique. Donc, ton but, c'est un peu de pourquoi je choisirais tel ensemble de croyances, même si factuellement, peut-être c'est plus rentable, peut-être c'est plus véridique. Pourquoi je devrais adopter celle-ci lorsque c'est contre mon intérêt dans le jeu politique d'adopter ces croyances-là? Le fait est que, je veux dire, quand les gens disent on croit les experts, le politicien qui me dit je crois les experts, ce que j'entends, c'est j'ai trouvé quelque chose qui me permet de justifier ce que je voulais dans tous les cas. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont choisir des scientifiques qui ne disent pas des faussetés, mais ils vont choisir de le dire de la manière qui les avantage eux. Donc, par exemple, comme dans la COVID maintenant, quand ils parlent des épidémiologistes, les épidémiologistes disent des choses absolument valides. Mais une fois que le politicien dit, regarde, c'est ce qu'ils nous disent, OK, fine, l'épidémiologiste te dit des choses qui sont en rapport à l'univers de la propagation d'une maladie infectieuse. L'économiste parle du trade-off entre, par exemple, un confinement et un confinement plus léger. Donc là, quand tu dois prendre deux opinions scientifiques qui sont individuellement valides et que tu dois pondérer, là, ça devient trop difficile pour un politicien parce que si tu dois choisir lui parce que ça t'avantage ou lui parce que ça t'avantage, bien, pourquoi faire toutes les nuances? Pourquoi se déployer tout cet effort intellectuel-là? Surtout si dans le processus, je perds des électeurs, je perds du temps d'attention dans les médias. Non, choisissons celui qui, sans être faux, parce que généralement, ils ne veulent pas dire trop de fausseté, parce que si tu en dis trop, tu te retrouves avec un pushback qui se retrouve, mais tu ne vas jamais aller dans ce qu'on pourrait appeler une méta-vérité, quelque chose qui englobe plusieurs aspects de connaissance. Le politicien, il n'a pas intérêt à faire ça. C'est zéro pin bar dans son intérêt. On fait l'exercice. On design à nous trois un programme politique, puis on dit notre seul et unique but avec ce programme politique-là, c'est d'augmenter la richesse des Québécois d'ici 10 ans. Okay? Ça, c'est l'objectif principal. On part, let's go, puff. On va arriver avec de quoi de vraiment le fun. Maintenant, tu présentes ça à la population, puis tu dis quel pourcentage de vote je suis capable d'aller chercher avec un programme politique comme ça. Si c'est 10 %, on est généreux. Là. On est vraiment généreux. Zéro. Et là, tu dis, OK, c'est parce que ça en prend 35 pour gagner. Comment qu'on fait pour intégrer des éléments à ce programme politique-là pour s'approcher du 35? Bien, invariablement, ce qu'on va finir par faire, c'est d'ajouter des éléments qui vont nuire à l'objectif de base qui était initial, qui était d'augmenter la richesse des Québécois. Pourquoi tu penses que tous les partis qu'on disait, par raccourci, on va appeler de droite, finissent toujours par baigner dans l'identitaire puis dans ce qu'on parlait avant? C'est parce que c'est là qu'est la manne d'électeurs sensibles naturellement à tes idées. Qui ne viennent pas trop scraper ton autre plan un peu plus économique. La coalition possible au niveau conservateur a toujours été, oui, de l'identitaire,
avec du religieux dans certaines places. Au Québec, ça ne pognerait pas tant que ça, là, mais dans certains endroits, le religieux va être très présent. Et l'économique également. Puis la raison pourquoi ça marche, parce que l'économique seul avance vraiment pas beaucoup. L'identitaire seul un peu plus. Puis le religieux seul, ça dépend des places. Mais les trois ensemble réussissent à avancer sans trop se nuire un et l'autre. Moi, c'est un peu de même, je l'ai pas mal tout le temps vu, là. Mais ça reste quand même, ça amène beaucoup d'incohérences dans une philosophie plus globale, on s'entend. Oui, ça amène l'incohérence d'un personnage comme Maxime Bernier là, qui va te dire dans une phrase qu'il est libertarien, puis dans la phrase d'après, il va te parler contre l'immigration. Ben, tu te dis, exact. C'est la plus grande incohérence de Maxime. Écoute, laissons Maxime Bernier de côté comme il devrait être laissé de côté en général. Écoute, je pense, j'ai tendance à voir tous les joueurs comme étant interchangeables. Donc, je ne leur accorde pas énormément d'importance aux joueurs en soi. Là. Je suis plus intéressé aux règles. Mais dans ce que tu décris, là, pour arriver à une coalition qui fait 35 %, par définition, tu dois homogénéiser. Tu dois trouver une manière de dire voici les conservateurs, voici la gauche. Mais, je veux dire, à l'intérieur du parti, n'importe qui, par exemple, qui connaît l'intérieur du Parti conservateur voit qu'il y a des libertariens, il y a des Red Tories, il y a des Country Club Tories, tu as des Blue Tories, tu as des SoCons. C'est pas les conservateurs. C'est une grande famille, d'accord, mais. C'est des gens qui se tolèrent. C'est exactement. C'est comme un couple, les gens sont encore ensemble, même si ça fait longtemps qu'ils ne s'aiment plus. C'est juste qu'ils préfèrent ça à l'alternative de quitter. C'est généralement ça. Au même titre qu'à l'intérieur de la gauche, tu as la même division, tu as les mêmes fractions entre, on le voit généralement dans les nouvelles, je pense récemment, entre des mouvements à l'intérieur de Québec solidaire qui se crêpent le chignon entre eux. C'est toujours le cas, mais quand tu dis les solidaires, les caquistes, c'est rare que ça soit pertinent comme manière de définir les gens parce que la politique nécessite qu'on homogénise, qu'on simplifie, qu'on sursimplifie même au point d'en être simpliste. Donc, non, moi, quand tu dis, on en revient à ce qu'on jasait la semaine passée, mais c'est pour ça que la politique produit rarement des choses qui sont dans l'avantage, que je pense être dans le jeu politique. Quand je veux dire la politique, c'est vraiment important. Le jeu politique de quel parti produit absolument rien de pertinent en termes de différence dans le très long terme. Dans le très long terme, ce qui compte vraiment, c'est les règles du jeu. C'est la Constitution, c'est les contraintes qui existent sur les politiciens. C'est pour ça que ça ne veut pas dire que je décourage les gens de faire de la politique ou de s'impliquer, mais si tu veux vraiment t'assurer que les choses tiennent, c'est quoi les contraintes qui existent pour que même des politiciens qui sont atroces en viennent à faire la bonne chose? Comme dans le fond, là, toi, si ça, je comprends bien ce que tu viens de dire, là, c'est, mettons que là, tu es là, tu dis, OK, il s'est passé de quoi? La pandémie, on arrive à la fin de tout ça, là, ça achève. Là. Mais éventuellement, il va y avoir des changements à faire. T'sais, oui, on peut parler du système de santé, on peut parler de l'élection qui s'en vient, peu importe. Mais si tu arrives, tu dis, le seul changement qui mériterait vraiment qu'on s'y attarde, puis qui devrait avoir un débat, puis ça n'arrivera pas, mais il devrait avoir un débat, il me semble que les règles d'état d'urgence ont été un peu lousses dans cette affaire-là. Ça a donné beaucoup trop de pouvoir aux politiques pendant beaucoup trop de temps. Ils n'ont pas été prévus pour ça. Ça a été prévu quand tu lis la loi sur la santé publique, là, la loi d'urgence sanitaire, c'est prévu pour durer 10 jours. Exact. 10-15 jours. Après, c'est supposé d'être renouvelé par l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais été fait. Mais là, ça se fait par voie réglementaire, ce qui est absolument atroce. C'est pour ça que. Fait que toi, cet aspect-là, Vincent, c'est lui, tu verrais comme étant l'étape numéro 1 à toucher normalement là, dans ce qui s'est passé. Oui, je trouve ça plus important parce que pour moi, c'est pas. Mettons que. Puis étrangement, dans ce débat-là, c'est là que je lève mon chapeau aux gens de Québec solidaire. C'est Québec solidaire qui a dit. Voyons, que les pouvoirs que le premier ministre s'octroyait pendant la crise devaient avoir une date de péremption, des limites, une date de péremption. Donc, il va y avoir un processus de reddition de pouvoir qui se produisait éventuellement. Ça, pour moi, ça m'a pas tant surpris de la gauche que ça parce que c'est quand même, généralement, ils sont assez, une sorte de petite veine anti-autoritaire. Que je ne comprends pas pourquoi ils ne la déploient pas plus souvent, mais sur celle-là, ils l'ont démontré très, très bien.
et une mesure qui serait, sans dire que confinement est bien, confinement est mal, je pense que j'en ai déjà parlé, que je suis pas mal sûr qu'on ne peut rien faire d'autre qu'un confinement au Québec, mais de là à dire, OK, confinement, mais je veux des dates de reddition des pouvoirs, je veux des critères pour la reddition des pouvoirs, je veux que ça soit par voie législative et non pas par voie réglementaire. Donc, tu ne peux pas te servir de la Gazette du Québec pour republier constamment le règlement, qu'il y a des limites aux abus. Donc, tu peux dire qu'en fait, tu peux pas, il y a certaines zones que tu ne peux pas toucher. Donc, les libertés religieuses demeurent parfaitement protégées, que tu ne peux pas faire ton petit coup de gueule ici et là contre les Juifs hassidiques parce qu'ils ont des lieux de rassemblement religieux. Que tu ne peux pas faire du chantage économique avec tes subventions et tes publicités. Exactement. Donc, qu'il y a un périmètre qui établit des règles. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que quel joueur va l'avoir. Et même parfois, c'est ça ce qui rend encore plus important des fois, puis les gens oublient que des lois, c'est que des morceaux de papier. Un politicien peut les violer très facilement, les lois, les changer quand ils veulent. On le voit avec la loi sur l'équilibre budgétaire. Oui, oui. Il y a une loi pour ça, mais nous autres, on a décidé qu'on la suspendait, ou la loi sur les élections à date fixe. C'est une loi sur les élections à date fixe, mais mettons qu'on est minoritaire et on pense qu'on n'est pas pire d'un sondage, ça pourrait qu'on la déclenche pareil. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, c'est là que c'est les contraintes les plus importantes. C'est celles qui viennent de la société civile, des croyances des gens. Puis mon exemple que j'aime donner, puis je vais souvent aux États-Unis, je dis aux Américains, votre constitution n'est pas si forte que ça. Ce qui la rend forte, c'est que vous avez votre culte de la Constitution aux États-Unis. Pour vous, c'est un document sacré avec une philosophie qui l'accompagne avec la Déclaration d'indépendance. Pour vous, le culte de la Constitution est plus efficace que la Constitution elle-même dans la contrainte de l'exercice des pouvoirs. La fameuse nuit des longs couteaux qui a fait en sorte que les Québécois ont beaucoup de difficultés à avoir un culte de la Constitution d'une certaine façon aussi? Moi, je pense que oui. En fait, je parlais avec un juriste il y a quelques moments. Je suis marié à une juriste, donc c'est pas cette juriste-là dont je fais référence, mais un constitutionnaliste qui me disait. Le gars qui parle à sa femme, puis il dit je parlais avec une juriste, là, pas long. C'est ce qui m'expliquait. J'aimerais ça savoir si c'est vraiment vrai parce que ce juriste-là est un peu conservateur, donc je m'attends un peu à ce que ça matche avec ses préférences à lui. Donc, quand il dit, il se sent bien dans le fond de ses tripes. Mais si c'est vrai, c'est vraiment intéressant comme fait social. C'était que les Québécois parlaient beaucoup plus souvent en bien de la Constitution canadienne parce qu'elle limitait le pouvoir, les intrusions du gouvernement fédéral, spécifiait très fortement les domaines de compétences des provinces et que la Constitution de 82, la manière dont elle a été imposée, a un peu cassé le symbolisme qu'avait le document dans la protection de nos droits. Et surtout qu'il y a quand même si tu vas parler à des Frédéric Bastien ou à des Mathieu Bock-Côté, ils vont souligner que quand même l'esprit du Canada est assez hostile aux francophones. Mais il faut reconnaître que pour arriver à la Constitution de 1867, il fallait embarquer un groupe important de gens dans le bateau constitutionnel, c'était l'Église, et ça impliquait que pour les embarquer, tu donnais aux provinces le contrôle sur la santé et l'éducation pour pas que d'autres groupes se servent de l'éducation pour éliminer la distinction culturelle des francophones. Donc, le fait est que, un peu par nécessité, l'esprit constitutionnel canadien nous a permis de survivre comme Québécois. Et donc, on peut imaginer facilement qu'il y a eu longtemps le culte de la Constitution au Québec et que probablement ce culte-là a eu le même effet que le culte de la Constitution américaine. La croyance, l'importance symbolique qui était attachée au document par la collectivité dans le récit historique qui est conté avait l'effet final d'être aussi efficace, sinon plus, que la lettre de la chose elle-même, que le papier était... Derrière le papier, il y avait une sorte d'épée symbolique qui était là. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important pour comprendre. Là, tu parles des Américains, là, c'est pas une épée, là, c'est un gun. Oui, effectivement.
t'as un bon shotgun. Mais écoute, tu ris, mais les gens aux États-Unis, là, tu me passes aux États-Unis, là. Mais j'ai pensé, je sais pas, on embarquait dans la voiture, ma conjointe puis moi, il y avait quelqu'un de Radio-Canada qui parlait des armes à feu aux États-Unis. Puis on le sait, les États-Unis ont beaucoup d'armes à feu, donc beaucoup de crimes. Mais je me dis, quelle incompréhension de la ligne de causation. Mettons que c'est vrai. Mettons, tu vois une corrélation, donc tu vas présumer que c'est une causation. Tu n'as jamais pensé que peut-être les Américains ont beaucoup d'armes à feu parce qu'ils ont beaucoup de crimes? Je ne sais pas. On dirait que la question ne s'est jamais posée chez eux parce que les États-Unis sont quand même une société exceptionnellement violente en termes de taux d'homicide relativement aux autres pays dans la même braquette de revenus. C'est une société exceptionnellement violente. Mais si c'est exceptionnellement violent, il y a des bonnes chances que la police est débordée, qu'ils n'ont pas capable de faire beaucoup de choses. Ajoute d'autres facteurs pour lesquels il faut contrôler statistiquement. Je peux très bien imaginer que les armes à feu sont expliquées par le crime. Et il y a quand même une littérature sur ça. Il y a des gens qui disent, ben le gros problème qu'on a, c'est que quand on fait les études empiriques sur genre le contrôle des armes à feu, on ne trouve pas d'effet du contrôle des armes à feu, tout comme on ne trouve aucun effet de faciliter la possession d'armes à feu. Donc, quand tu fais les estimés d'enlever une loi ou de passer une loi, l'effet arrive presque à zéro. Si tu as un effet presque zéro dans ce cas-là sur le crime, ça veut peut-être dire que ta quantité d'armes à feu est une fonction du nombre de crimes. Pas l'inverse, que la direction causale n'est pas des armes vers le crime, mais des crimes vers les armes. Donc, cette espèce d'idée-là, là, c'est quand Vincent, Yann dit ça en joke, mais ça me fâche entendre les gens, les analystes dans les médias qui sont des experts, mais zéro compréhension statistique. Là. C'est parce que là, tu amènes un point qu'on n'est pas habitué de prendre en considération, en tout cas, certainement pas au Québec, puis au Canada, ça n'a pas l'air très présent non plus, c'est l'efficacité de ce qu'on fait. L'efficacité des mesures. Ça n'a pas rapport avec l'efficacité, c'est juste d'ouvrir 2 scènes de bon sens. C'est-à-dire, c'est comme. Oui, ça a rapport. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Ça a rapport parce qu'ici, il y a bien des choses qu'on fait et le but de ce qu'on fait, c'est pas de rechercher un résultat ou de savoir si on avait raison, c'est l'intention. Ouais. C'était une bonne intention, puis on a fait ça parce que, tu sais, je me souviens encore, là, quand il y a eu le débat sur le registre des armes à feu au Québec, là, je me souviens encore du représentant qui était Tout le monde en parle avec la madame que sa sœur s'est fait tuer à Polytechnique. C'est déjà, on voit que les termes du débat ne sont pas du tout posés pour te ramener dans l'émotivité totale. Et puis le discours de l'animateur de l'émission, c'était de dire « Oui, mais OK, il n'y a pas d'études » parce que c'était un peu ce qu'il disait. Le gars, il disait « Oui, mais même dans les endroits où il y a un contrôle des armes à feu vraiment très gros, il n'y a pas moins d'homicides. Mettons, il y a des études qui ont été faites là-dessus, etc., etc. » Puis lui, il disait « Oui, mais mettons que ça sauve une seule vie, on va avoir quand même fait de quoi? » Puis là, tu dis « Oui, mais si on pourrait aussi rouler à 30 sur l'autoroute, ça va sûrement sauver des vies. » Après, il y a un calcul d'efficacité dans le coût-bénéfice de ta mesure. Si ça n'a aucun sens de faire cette mesure-là par rapport à ce que ça coûte versus les résultats, tu ne la fais pas. J'ai vu un petit débat sur Twitter récemment, ça m'a vraiment fait rire parce que il y a un gars, juste juteux pour ne pas le nommer. Ouais. Un personnage Twitter, tout le monde comprend. Il paraît qu'il est bon dans le barbecue. Ouais. Bon, trop d'insight pour Vincent. C'est ça, il avait écrit genre quelque chose comme de quoi que la vie des vieux valait moins cher que celle des jeunes, quelque chose comme ça. Ce qui, moi, d'un actuaire là, qui comprend le concept de la valeur d'une vie humaine, puis qui a vu les débats, puis de quelle façon on peut calculer ça. Il y a des actuaires qui sont payés par les cours de justice pour aller déterminer la perte de jouissance d'une vie, combien ça peut valoir. Là. En fait, n'importe qui a eu des trucs avec des bénéfices d'invalidité. Comprends c'est quoi? Avec la SAC, quand ils vous ont dit combien est-ce que la SAC vous paye en fonction de l'âge que vous avez, c'est ce qu'on appelle le Statistical Value of Life, exact. Qui est utilisé derrière l'estimation de combien vous recevez. Écoute, c'est un concept qui est scientifique, qui a des études à n'en plus finir sur le sujet. OK, c'est vrai que c'est morbide de mettre une valeur monétaire sur une vie humaine. Je suis 100% d'accord, mais je veux dire, il faut le faire. Parce qu'il y a des raisons pourquoi il faut le faire, que ce soit pour prendre des décisions au niveau coût-bénéfice politique, peu importe, ou que ce soit pour régler un règlement en cours, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ces calculs-là. Donc, tout ça, ça existe.
l'argument du juge juteux, c'est drôle à dire ça, mais était vraiment valide. Il s'est fait ramasser, mon gars, sur Twitter, là, mais ramasser comme si c'était un des pires sans cœur au monde qu'il n'y a pas. Puis la game, c'est. Moi, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire parce que ça parlait mon langage. C'est quelque chose que je n'ai pas osé faire à la radio parce que je savais que ça ferait ce genre de réaction-là. Mettons que j'arrive, puis là, c'est le fun, on est dans un podcast, ça me dérange moins de le dire ici, puis s'il y en a qui veulent nous ramasser, mais que ce soit sur YouTube, ils le feront, je m'en sac. La game, c'est la suivante. Si, mettons, tu arrives, tu dis, on va sauver une vie humaine, une personne âgée de 82 ans en fin de vie, CHSLD. Si on en a sauvé une, c'est bon, OK, parfait. Puis mettons qu'il y a eu un suicide d'un jeune à cause lié directement aux mesures sanitaires, parfait. Est-ce que 1 et 1, les deux valent la même chose? Méchant beau débat à avoir. Oh oui. Tout le monde comprend que la valeur de la vie humaine d'un enfant qui s'est suicidé à 16 ans est beaucoup plus grande que celle de la personne âgée de 82 ans dans un CHSLD. Mais essaie en 2021 de parler de ça sur des ondes publiques juste pour le fun. Oui, mais c'est toujours ça. On est toujours dans l'émotivité. Puis si on reprend juste avant que je te repasse la parole, Vincent, puis après ça, on terminera. On arrive à 1h30. Ça nous ramène au sujet de départ, au sujet de l'immigration. Une des raisons pour lesquelles on ne peut jamais parler de ça, c'est que c'est toujours l'émotivité qui revient. On essaie toujours de nous tirer les larmes en montrant un enfant sur une plage. Là, que là, ses parents ils ont coulé avec un pneumatique en traversant une rive en Europe. C'est des genres de patentes de même. Puis à chaque fois que quelqu'un veut parler du sujet, ben là, c'est lui, c'est un raciste. Ben lui, on le sait bien, c'est juste un religieux du multiculturalisme. On est dans les insultes, on est dans la politique tout le temps. Puis au bout du compte, c'est un débat qui devrait être rationnel, basé sur des faits, basé sur une analyse rigoureuse et sérieuse. Mais ton exemple, c'est la même chose. Là. C'est exactement la même chose. C'est clair qu'ils ne nous le diront jamais, mais c'est clair qu'au gouvernement, quelque part, ils l'ont fait, cette analyse-là. Quelque part, ils l'ont fait avec le vaccin d'AstraZeneca. Ils se sont dit, regarde, on le sait qu'il y a probablement 3-4 personnes qui vont mourir d'une thrombose, mais c'est le bénéfice, en tout cas, ce qu'on sait, c'est mieux de le donner que de ne pas le donner. Ils l'ont fait, ce calcul-là, ils l'ont même avoué. Ben oui, on le savait qu'il y a du monde qui allait mourir. Ben, pour l'évaluation des nouveaux médicaments, j'oublie tout le temps le nom de l'institution au Québec qui s'en occupe, mais ils doivent inclure le VSL, Value of Statistical Life. Ils doivent le faire par définition. C'est le conseil du médicament, Vincent. OK, c'est ça le nom que je cherchais. Ils doivent performer cette analyse. Donc, ce n'est pas un truc qui est hors norme, c'est même la norme. Mais le fait que dans la collectivité, on a cette espèce de norme morale que tu ne peux pas juger une vie différemment d'une autre, c'est une excellente chose. Le problème, ça revient encore à la politique, c'est que l'idée qu'on devrait politiser nos normes. Donc, c'est-à-dire que, regarde que il y a quand même quelque chose de noble dans l'idée qu'on comprend que c'est nécessaire de faire le calcul, mais on n'aime pas le faire. Quand Yann disait « j'aille ça faire ça », mais oui, c'est normal parce que ça implique une sorte de conflit inhérent chez nous entre le normatif et le positif, et c'est normal que ça existe, cette espèce de clash-là. Le problème, c'est qu'à travers le monde politique, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va se servir de cette tension inhérente pour créer une arme qui va servir son intérêt politique. Donc, c'est fréquent que tu vas voir des gens s'indigner de l'utilisation, par exemple, du petit enfant qui est mort en Turquie pour défendre la liberté d'immigration. Et moi, je trouve que c'était quand même une tragédie, cette histoire-là. Et je comprends pourquoi ça a figé les gens. Mais les gens, après ça, qui ont utilisé ça pour leur fin, souvent, on peut les revoir quelques mois plus tard, lorsqu'une tragédie impliquant une personne aux caractéristiques similaires se produit, n'est pas utilisée. Pourquoi? Parce que ça coupe contre tes préférences politiques. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'on a cette tendance à instrumentaliser nos normes morales pour attaquer les gens. Donc, tu vas au Congrès américain, comme il y a quelques années, il y avait Elizabeth Warren qui disait « These tax cuts are paid with American blood. Republicans have blood on their hands. » Mais tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu. Ça, c'est pourquoi on tasse, ça?
écoute, mais je vais donner à ton commentaire 1092e du mois que tu lui donnes. Écoute, cette femme-là, c'est vraiment l'exemple de ce que je juge vraiment dangereux, qu'on instrumentalise des débats qui sont impossibles à arriver à une solution politique, parce que des différences normatives entre ce que les gens croient, tu ne peux pas régler ça par la politique. Mais ça revient à ce que je te disais, Vincent, c'est la politique de l'anecdote. En fait, tu ne peux pas régler ça. En fait, tu ne peux même pas régler ça par... Comment tu peux arriver à une solution pour la société quand tu as une diversité de normes, surtout quand tu t'acceptes qu'il y a une égalité de vue avec certains critères. Là. Donc, on refuse de légitimiser certaines personnes comme, disons, des racistes ou des misogynes. On refuse de leur donner un poids dans le débat. Mais au-delà de ces extrêmes-là, on dit que toutes les vues ont un mérite à être représentées. Comment tu en viens à arriver à une grande solution? C'est impossible par vertu de la politique de faire ça, de créer une homogénéité de même. La seule manière que tu peux arriver aux gens qui cohabitent, c'est de limiter l'univers politique le plus possible à une sphère relativement contrainte dans laquelle il y a des balises bien définies. Et à l'intérieur de ces balises bien définies-là, il va y avoir des contentions, il va y avoir du conflit, mais au moins tu as contenu le conflit à cet endroit-là et le reste de nos débats moraux devient de l'arbitrage entre individus qui essayent de choisir quelle marge ils acceptent de ce qu'ils préfèrent et ne préfèrent pas. Donc, on refuse, par exemple, de s'exposer à des gens qui nous répugnent. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer quelqu'un qui est hyper croyant, qui ne veut pas nécessairement passer du temps avec quelqu'un qui est un athée militant, alors que peut-être il serait prêt à jaser avec un athée qui est un peu un athée milquetoast, qui s'en fout un peu, mais qui est capable de jaser. On choisit l'arbitrage qu'on fait entre les normes morales qui existent. La politique, tu ne peux pas faire ça. Bref, mariez-vous pas à une gauchiste, c'est impossible d'avoir un couple heureux. C'est pas ça que j'ai dit, pas en tout. Non? C'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que tu as dit. Pas en tout. C'est pas ça, pas en tout que j'ai dit. Moi, je suis correct. La blonde est plus à droite que moi, fait que je suis correct. On est un couple très heureux. Hey, mais pour une fois, on a réussi à respecter quand même le sujet. Le sujet initial. Oui, on était pas si pire. On verra la prochaine fois si on réussit à compter cette même discipline-là. Yes.